Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Nous étions le 15 avril. Après un hiver long, triste et froid, le printemps ne nous avait pas encore fait signe. Il pleuvait depuis plusieurs jours et le sol était détrempé. Le jeune homme qui gambadait dans la forêt de la Garenne était soit courageux, soit inconscient, comme ces citadins qui font leur jogging par n'importe quel temps, persuadés de garder la forme en pataugeant gaiement dans les flaques d'eau alors que c'est bien souvent la pneumonie qui les guette. Le jeune cadre dynamique courait donc en pleine forêt, enjambant les branches d'arbres que le vent avait fait tomber et éclaboussant son jogging tout neuf avec la boue du sentier. Tout à coup, alors qu'il avait pris son élan pour franchir un obstacle plus haut que les autres, près d'une pile de bois coupée, il vit une tache de couleur qui, dans ce coin de nature, paraissait tout à fait incongrue. Un rouge, plus rouge que le manteau du Père Noël. Le jeune homme, freiné dans sa course, manqua l'obstacle et s'étala de tout son long au milieu des branches, des brindilles et des feuilles humides. Péniblement, en jurant, il se releva et s'aperçut que la tache de couleur rouge qui avait attiré son attention n'était autre qu'une veste de femme. Il s'approcha encore et découvrit avec horreur que le vêtement recouvrait un corps gisant dans la boue, le corps d'une femme égorgée. Les gendarmes de la brigade territoriale de Brielle, alertés par le promeneur, arrivent sur les lieux du drame et demandent aussitôt le concours de ma section de recherche. Sur ordre du commandant de compagnie, je me rends donc à mon tour à l'endroit où l'on a découvert le corps de la femme assassinée. Le procureur de la République est là, lui aussi. La victime est une jeune femme. Elle semble avoir une trentaine d'années. Elle présente une plaie béante à la gorge. Il ne fait aucun doute qu'elle a été exécutée. Pour l'instant, elle ne peut pas être identifiée. Il est 18 heures. Avant la tombée de la nuit, le chef Beauvais, technicien des investigations criminelles qui m'a accompagné, procède sur place à des constatations minutieuses et à des prélèvements, pendant que je fais le nécessaire pour essayer de connaître l'identité de la victime. J'apprends qu'une jeune femme disparue depuis le 13 avril fait l'objet d'une demande de recherche dans l'intérêt des familles. Il se pourrait fort bien que notre inconnu et cette jeune femme ne fassent qu'une seule et même personne. Rapidement, la victime est identifiée comme étant Geneviève Gobin, précisément la jeune femme disparue. Son compagnon, Bernard Dupuc, qui avait lancé la recherche dans l'intérêt des familles, la reconnaît formellement. C'est avec lui que nous devons tenter de reconstituer l'emploi du temps de la victime. Bernard Dupuc est un homme de 38 ans, grand, à la carrure impressionnante, au visage carré, au menton volontaire. Malgré son chagrin, il fait de son mieux pour m'aider. Juste avant sa disparition, Geneviève avait rendu visite à son amie Christine, chez qui j'étais allé la rejoindre. Et on est parti de chez Christine vers 5 heures du soir. Avec ma voiture, on a pris la route en direction de Chaumont. Sur le chemin, on s'est un peu disputé. Vous savez, mon commandant, Geneviève, elle était très jalouse et elle m'a fait une scène. Elle était vraiment furieuse contre moi et brusquement, alors que la voiture était arrêtée à un feu rouge, elle est descendue et elle est partie en courant. Moi, le temps de me garer, je l'avais perdu de vue, forcément. Alors, je l'ai cherché dans les rues de Chaumont pendant 1 heure, mais je l'ai pas retrouvé. Je l'ai jamais revu. Et 2 jours plus tard, inquiet de pas la voir revenir, d'être sans nouvelles, quoi. Je suis allé à la gendarmerie pour demander une recherche dans l'intérêt des familles, quoi. Et
voilà le résultat. Monsieur Dupuc, vous me dites que votre amie était jalouse. Avait-elle des raisons de l'être? Mais non, mon commandant. Dans la voiture, elle m'a fait une scène parce qu'elle trouvait que j'étais trop gentil que sa copine Christine. Mais moi, j'avais rien à me reprocher, n'est-ce pas? Geneviève, elle était maladivement jalouse. C'est tout. Monsieur Dupuc, après avoir cherché mademoiselle Gobin dans les rues de Chaumont, qu'est-ce que vous avez fait? Hein? J'ai repris ma voiture et puis je suis rentré chez moi, quoi. Je me disais qu'elle reviendrait peut-être bien ou qu'elle me téléphonerait, quoi. Oui, monsieur Dupuc, est-ce que, en rentrant chez vous, vous êtes passé par la forêt de la Garenne? Hein? Non, pourquoi que j'y serais passé? Non, je suis rentré directement chez moi. Je vous remercie, monsieur Dupuc. Les prélèvements de terre en surface et en profondeur, faits par le chef Beauvais dans la forêt, à l'endroit même où l'on a trouvé le cadavre de Geneviève Gobin, lui ont permis de détecter des traces d'épanchement et d'infiltration de sang. Le lieu exact et précis du crime a donc ainsi été déterminé. Pas très loin de l'endroit où a été découvert le corps de la victime, le chef Beauvais a effectué d'autres prélèvements de terre et il a pris des photos. Il a ainsi relevé des empreintes très intéressantes de pneus de voiture. Peut-être ces traces appartiennent-elles au véhicule de l'assassin. Les gendarmes que j'ai envoyés dans la forêt pour enquêter sur les lieux du crime et essayer de trouver des témoins ont interrogé tous les promeneurs et tous les coureurs à pied et à vélo qu'ils ont pu rencontrer. L'un d'eux, un vieux sportif qui vient tous les jours faire quelques kilomètres dans la forêt, a vu, près de l'endroit où a été découvert le corps de la malheureuse jeune femme, une voiture qui allait puis qui revenait sur le chemin défoncé où peu de véhicules se seraient risqués. Je demande donc à entendre ce témoin qui se présente à mon bureau dans les plus brefs délais. Mon commandant, je m'appelle Georges Salmonet, j'ai 72 ans. J'ai fait du sport toute ma vie et c'est pour ça que je garde la forme, n'est-ce pas? Tous les jours, à la même heure, vous êtes sûr de me trouver dans la forêt en train de me dérouiller les jambes. Et c'est rare que je rencontre du monde, quelques sportifs comme moi, quelques promeneurs de chiens, mais c'est tout, jamais de voiture. Ce chemin est trop défoncé, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai remarqué la voiture que j'ai vue passer samedi. Ah, et quelle heure était-il, monsieur Salmonet? Écoutez, mon commandant, je pars de chez moi chaque jour vers 17h30, voyez, après la sieste. Comme ma maison se trouve à la lisière de la forêt, il me faut 15 minutes pour arriver jusqu'à l'endroit où on a découvert la pauvre jeune femme. Il devait être environ entre 18h et 18h30, n'est-ce pas? Monsieur Salmonet, pouvez-vous me décrire la voiture que vous avez vue? Alors là, vous pouvez dire que vous avez de la chance, mon commandant. Les voitures, vous voyez, c'est mon truc. J'étais chef d'atelier dans un garage autrefois. Alors, quand je vois une bagnole, ça, je peux dire tout de suite la marque. La marque et tout ça, n'est-ce pas? Donc, mon commandant, c'était une Talbot Samba blanche. Affirmatif. Avez-vous vu les occupants de la voiture, monsieur Salmonet? Il m'a semblé voir deux hommes, mais j'en suis pas très sûr, n'est-ce pas? Les jambes vont bien, mais c'est les yeux, n'est-ce pas? Ils vont plus très bien. Mais pour la voiture, je suis sûr qu'il s'agit d'une Talbot Samba blanche, mon commandant. Je vous remercie, monsieur Salmonet. Avant de demander la liste de tous les propriétaires de Talbot Samba blanche du département, je continuais d'enquêter en demandant qu'on vérifie si la voiture de Bernard Dupuc, le compagnon de la victime, n'était pas, par hasard, celle qu'avait vue le témoin. Mais il n'en était rien. Bernard Dupuc, quant à lui, possédait une 205 GTI rouge, une voiture très voyante. Il était donc impossible de la confondre avec une Talbot Samba blanche. Le 16 avril au matin, je me rends au domicile de Christine Vinant, l'amie de Geneviève Gobin. Christine Vinant est une jeune femme sympathique, assez jolie, qui connaît Geneviève Gobin depuis sa plus tendre enfance. C'était vraiment son amie intime. Christine Vinant est profondément bouleversée et ne comprend pas ce qui a pu se passer.
Elle me confirme que Geneviève est bien venue la voir le samedi 13. Elles ont déjeuné ensemble, puis Bernard Dupuc est venu chercher sa compagne. Quand je lui demande si son amie Geneviève lui avait fait des confidences, Christine Vinan semble tout à coup très gênée. Enfin, elle finit par me dire que Geneviève était très malheureuse, qu'elle ne s'entendait plus avec Bernard et qu'elle avait l'intention de le quitter. Bernard était un homme violent, d'humeur ombrageuse et d'une jalousie maladive. Geneviève ne savait pas comment faire pour le quitter. Elle avait peur de lui, craignant une réaction violente de sa part. Le jour du drame, Bernard Dupuc était donc venu chercher sa compagne et Christine Vinan les avait bien vus partir tous les deux vers 17h dans la voiture rouge de Bernard. Elle n'avait plus jamais revu Geneviève. Il lui semblait que dans le courant de la conversation, son ami lui avait parlé d'un dîner avec un ami de Bernard prévu pour ce samedi soir, mais elle ne se souvenait pas que Geneviève ait précisé quoi que ce soit d'autre concernant ses projets pour cette soirée. À tout hasard, je demandais à Christine Vinan si elle connaissait quelqu'un dans l'entourage du couple possédant une Talbot Samba blanche. Mais ma question demeura sans réponse. Geneviève Gobin s'était-elle enfuie de la voiture de Bernard Dupuc, comme celui-ci le prétendait? Et si oui, où était-elle allée? Et qui avait-elle rencontré? Sinon, Bernard Dupuc était-il coupable? Et à qui appartenait cette mystérieuse voiture blanche? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Dans un sentier boueux de la forêt de la Garenne, on a retrouvé le corps de Geneviève Gobin. La jeune femme a été égorgée. Son compagnon, Bernard Dupuc, sans nouvelles d'elle depuis 2 jours, prétend qu'il n'a pas revu Geneviève depuis samedi. Ce jour-là, il était allé la chercher chez une amie. Sur le chemin du retour, ils s'étaient disputés et, d'après ses dires, Geneviève était descendue de voiture à un feu rouge et s'était enfuie au milieu de la foule. Le jour du meurtre, en fin d'après-midi, des témoins ont vu une Talbot Samba blanche non loin du lieu où l'on a découvert le cadavre de l'infortunée jeune femme. Je voulais revoir Bernard Dupuc parce qu'il m'avait menti au moins sur un point. Je le convoquai donc dans mon bureau. Monsieur Dupuc, vous m'avez dit que vous vous étiez disputé dans la voiture avec votre compagne en revenant de chez mademoiselle Vinan. Geneviève vous avait fait, m'avez-vous dit, une scène de jalousie. En êtes-vous bien sûr, monsieur Dupuc? N'est-ce pas plutôt vous qui étiez possessif et coléreux? La réponse de Bernard Dupuc me sidère. « Et c'est pour ça que vous me convoquez, mon commandant? Mais moi, je croyais que vous aviez trouvé le coupable. Mais j'ai du travail, moi, en ce moment, je vous assure que j'ai pas de temps à perdre, mon commandant. Monsieur Dupuc, si vous le préférez, je vous mets en garde à vue. Pour l'instant, vous êtes mon principal témoin, ne l'oubliez pas. Si je vous garde ici, je pourrai au moins vous poser toutes les questions que je voudrais quand je voudrais. Qu'en dites-vous? Bien, alors reprenons. C'est bien vous, n'est-ce pas, qui aviez fait une scène de jalousie à mademoiselle Gobin et non pas l'inverse? Ben oui, là, c'est moi. Alors pourquoi m'avez-vous dit le contraire, monsieur Dupuc? Eh bien, je sais pas, moi, par fierté, je suis un homme, quoi. De toute façon, ça la fera parvenir, n'est-ce pas? Hélas, non, monsieur Dupuc. Maintenant, dites-moi, une fois que mademoiselle Gobin a quitté votre voiture, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, je vous l'ai déjà dit, mon commandant, je l'ai cherché, puis je suis rentré à la maison où que je l'ai attendu. Vous êtes rentré avec votre 205 GTI rouge? Eh ben oui, avec quoi voulez-vous que je rentre? J'ai pas d'autre voiture, moi. Monsieur Dupuc, ne deviez-vous pas, ce samedi soir, dîner avec un de vos amis? Ah, vous savez ça aussi.
Oui, eh ben, bien sûr qu'on devait dîner, mais étant donné les circonstances, j'y suis pas allé, forcément, n'est-ce pas? Pouvez-vous me donner le nom de cet ami? Hein? Le nom? Ben, oui, ben, c'est François Azra. Son adresse? Oh, je sais plus, moi. Ce n'est pas grave, monsieur Dupuc. Je la trouverai, cette adresse. Je vous remercie. Je vous prierai de ne pas quitter la ville. Une fois Bernard Dupuc parti, je me mets en devoir de trouver l'adresse de cet ami et je décide de lui rendre visite. Accompagné de 2 de mes hommes, je me rends au domicile de François Azra, qui, par bonheur, se trouve chez lui. Il est, hélas, chômeur et n'a donc pas, pour l'instant, d'activité. L'appartement dans lequel nous pénétrons est triste, sombre et en désordre. François Azra semble mal à l'aise. Quand je lui demande ce qu'il a fait samedi soir, il devient blanc comme un linge. Cependant, il me parle volontiers de son ami Bernard Dupuc, qu'il connaît depuis le service militaire. Il confirme avoir eu rendez-vous samedi soir avec Bernard et Geneviève pour aller dîner en ville. Mais ils sont pas venus, mon commandant. Par la suite, j'ai compris pourquoi, n'est-ce pas? C'est malheureux tout de même, hein? Geneviève aurait dû rester dans la voiture avec Bernard. Ça lui aurait évité de rencontrer son assassin. Mais c'était sans doute son destin, pas vrai, mon commandant? Vous avez une voiture, monsieur Azra? Oui, j'ai une voiture. Pourquoi? Et qu'est-ce que c'est comme voiture? Hein? C'est une Simca. Une Simca? Oui, c'est une Simca. Quelle couleur, monsieur Azra? Mais elle est blanche. Monsieur Azra, voulez-vous avoir l'amabilité de me montrer votre Simca blanche? François Azra me semble de plus en plus mal à l'aise. Nous sortons de chez lui et, dans la rue, à quelques mètres de son immeuble, il n'a pas besoin de me montrer sa voiture. Je la vois. Elle me crève les yeux. Une Talbot Samba blanche. Immédiatement, nous emmenons François Azra, qui s'est mis à trembler comme une feuille. Arrivé dans mon bureau, je commence l'interrogatoire. Monsieur Azra, vous avez assassiné Geneviève Gobin, n'est-ce pas? Non. Ah non, c'est pas moi, ça. Je vous jure, c'est pas moi, hein, monsieur Azra. Des témoins ont vu votre voiture sur le chemin où a été retrouvé le corps de Geneviève Gobin. Ils vous reconnaîtront, n'en doutez pas. Mais écoutez, mon commandant, tout ça, c'est pas ma faute, n'est-ce pas? C'est pas ma faute. Moi, je vous n'aime pas. Mais je suis au chômage, vous comprenez? J'ai plus un sou. Alors on m'a proposé de l'argent pour la tuer. Qui? Qui vous a payé pour tuer Geneviève Gobin, monsieur Azra? C'est votre ami Bernard Dupuc, n'est-ce pas? C'est lui? Oui, mon commandant, c'est lui. Il était fou de jalousie, vous comprenez? Geneviève allait le quitter. Alors, il s'est mis à la détester, vous voyez? Mais plutôt que de la laisser partir avec un autre, il a voulu qu'elle meure. Mais il avait peur de pas pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, il m'a demandé de la tuer à sa place. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il m'a donné 30 000 francs. Dans la situation où je me trouvais, je pouvais pas refuser, vous comprenez, mon commandant? Non, monsieur Azra, je vous avoue que je ne comprends pas. Mais racontez-moi comment vous avez tué Geneviève Gobin. Ah bon, il faut que je vous raconte. Voilà. Samedi après-midi, en sortant de chez Christine, Bernard et Geneviève, ils sont venus me chercher comme convenu, n'est-ce pas? Arrivé chez moi, Bernard, il a prétexté un coup de fatigue. Alors, j'ai proposé qu'on prenne ma voiture pour aller dîner tous les trois en ville, n'est-ce pas? Et on a pris le chemin de la forêt, parce que Geneviève, elle s'est pas inquiétée forcément, elle avait confiance en moi, oui. Je lui ai dit que j'avais envie de faire un détour par la forêt, que ça nous détendrait. Et, de toute manière, il était 6 heures du soir, on avait le temps de faire une petite balade avant le dîner, vous voyez. Alors
On s'est donc arrêté dans un endroit désert et pendant que Bernard il faisait le guet, j'ai égorgé Geneviève avec le couteau que j'avais caché dans mon blouson, n'est-ce pas? Tout a été très vite, elle n'a pas souffert, ça. Alors, j'ai laissé Geneviève par terre et puis nous, on s'est enfuis. Il faut vous dire, mon commandant, que pour me donner du courage, avant de partir de chez moi, j'avais bu un bon coup, vous voyez, un bon coup de whisky, parce que j'ai pas réfléchi, c'est pas... Mais une fois rentré chez moi, quand Bernard a récupéré sa voiture et que je me suis retrouvé tout seul, je me suis dit qu'on n'aurait pas dû laisser le corps comme ça, qui risquait d'être vite découvert, n'est-ce pas? Alors, je suis retourné dans la forêt pour essayer de retrouver le cadavre de Geneviève que je voulais jeter dans les marais, ou que personne l'aurait jamais... J'ai cherché, mais j'ai pas retrouvé l'endroit où on avait fait ça. Alors, je suis rentré chez moi, voilà. Et je vous ai tout dit, mon commandant. J'ai tout dit. Les gendarmes qui étaient allés perquisitionner chez François Azra avaient retrouvé l'arme du crime, un couteau de boucher. Ainsi, pour 30 000 francs, François Azra, qui, de toute évidence, ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, pour 30 000 francs, François Azra avait tué Geneviève Gobin. Appréhendé à son domicile, Bernard Dupuc, qui avait commandité le crime, reconnaît les faits et avoue avoir organisé le meurtre de sa compagne. François Azra et Bernard Dupuc furent condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. Pendant le procès, Azra expliqua qu'il risquait d'être expulsé de son appartement et qu'avec les 30 000 francs, il comptait payer ses loyers en retard. De ce côté-là, il n'avait plus de soucis à se faire, n'est-ce pas? Il allait être logé et nourri gratuitement pour un assez long temps. Quant à Bernard Dupuc, à l'énoncé du verdict le condamnant, il s'écroula dans le box des accusés, victime d'un infarctus. On est peu de choses, n'est-ce pas? Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.